Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de déclaration de revenus pour les particuliers. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour parler de ce sujet Mathieu de Saint-Fussier, qui est conseiller en gestion de patrimoine sur Beaumont-sur-Oise, donc dans le nord de la région parisienne. Bonjour Mathieu. Bonjour Olivier et merci de m'accorder un petit peu de temps pour ce podcast. C'est avec plaisir. Bon, nous nous connaissons depuis peut-être un an maintenant, et puisque C'est ça. tu es présent sur la plateforme Scrooge Finance, tu présentes tes services Tout à fait. tu aides les gens avec leur argent. Globalement. En partie. Il y a pas forcément que, c'est ce que je dis toujours, hein, le métier de conseiller en gestion de patrimoine ne se résume pas uniquement à des placements financiers ou des investissements. C'est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui peut en être un exemple puisque nous allons effectivement aborder la fiscalité du particulier. Donc évidemment, il y a des leviers que nous verrons pendant ce podcast, mais ça peut aussi être tout simplement un guide pour expliquer aux gens comment est calculé leur impôt. Donc il ne s'agira pas ici de d'aller dans les détails parce que sinon il nous faudrait plusieurs heures, je pense, ni d'apprendre aux gens comment faire leur déclaration d'impôt. C'est vraiment comment fonctionne l'imposition des particuliers en France, donc les différentes étapes qu'il y a. Et évidemment, puisque c'est sûr que si les gens nous écoutent, c'est peut-être qu'ils sont demandeurs de savoir comment optimiser leur fiscalité. Oui, l'intérêt, c'est de ne pas se tromper, de faire une déclaration qui est correcte. Parce que ça, c'est un petit peu la hantise de se tromper et puis d'être redressé par la suite. Donc, ça, c'est la première chose. Oui, effectivement, savoir comment ça fonctionne, peut-être on n'est pas tous conscients. Et là, dans cette émission, on va essayer d'éclairer tout le monde. Ensuite, essayer de ne pas commettre des erreurs. Essayer aussi de ne pas perdre de l'argent, à ne pas profiter des possibilités qui sont offertes par l'État, des crédits d'impôt, des défiscalisations. Et donc, voilà, exactement. Le but de cette émission, c'est de faire un petit panorama sur la déclaration du revenu. Et voilà, je suis content de t'avoir en tant qu'expert dans ce domaine. Et puis, je te propose de commencer par nous parler un petit peu du fonctionnement global de la fiscalité en France. Alors, les impôts, comment ça marche ? Alors, en fait, on va tout simplement suivre un certain ordre et qui va être l'ordre de la déclaration fiscale. C'est-à-dire qu'on va avoir dans une première partie les différentes catégories de revenus imposables. Ensuite, on verra les charges déductibles, le calcul de l'impôt et on terminera par les réductions et les crédits d'impôt avec une petite note à la fin sur les niches fiscales. Ça peut être intéressant. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, sans plus attendre, je te propose que nous commencions. Donc, comme je l'ai dit, tout d'abord, les catégories de revenus imposables. Donc, alors, je précise tout de suite, on va voir les choses dans leur ensemble. On n'ira pas forcément dans le détail, une fois encore, pour un souci de temps. Et les listes que je pourrais donner sont non exhaustives. Il y a peut-être des choses que je laisserai de côté, mais voilà, on va voir, on va prendre de la hauteur, comme on dit. Prenons de la hauteur. Voilà. Donc, les catégories de revenus imposables, la première évidence va être ce que nous appelons les salaires et traitements. Donc, les salaires, ce sont tout simplement les revenus qui sont perçus quand on a un contrat de travail. Et donc les traitements, ça va être ce qu'on appelle les rémunérations accessoires. Donc ça va être les primes, ça va être les congés payés. Et on a aussi des indemnités qui sont imposables
J'entends par là les indemnités de congés maladie, d'accident, de maternité par exemple. Nous avons l'épargne salariale qui, dans un certain cadre, peut être imposable, la participation ou l'intéressement par exemple. Enfin les différentes sommes qui sont perçues en fin d'activité, soit dans le cadre d'une rupture de contrat, soit dans le cadre de départ en retraite. Je peux tout de suite dire que à cette catégorie-là s'applique une déduction forfaitaire de 10% qui se fait de manière automatique, sauf dans le cadre où on choisit une déduction aux frais réels. Donc cette déduction, à quoi elle sert ? Elle sert tout simplement à prendre en compte les déplacements qu'il peut y avoir pour aller de chez soi à son lieu de travail. Et pour les gens qui ont des frais qui sont un petit peu plus importants, un commercial par exemple, s'il a beaucoup de déplacements et que ça lui coûte plus de 10%, enfin que ça représente plutôt plus de 10% de sa rémunération, il peut faire une déclaration aux frais réels avec bien sûr des justificatifs qui peuvent lui être demandés. Et je précise d'ailleurs que ces justificatifs sont à conserver pendant 3 ans. Donc voilà, donc en fonction de son lieu de travail et de ses frais engendrés par son activité professionnelle, on peut opter aux frais réels ou alors conserver les 10% si c'est plus intéressant. Exactement, tout à fait. Sachant que, évidemment, quand on prend l'abattement forfaitaire de 10%, ça simplifie les choses, hein, évidemment. Oui, parce que sinon, il faut une gestion en conservant toutes les preuves, voilà. C'est beaucoup plus complexe. Tout à fait, tout à fait. Donc la deuxième catégorie maintenant de revenus imposables va être les pensions, donc pensions de retraite par exemple, les rentes viagères ou à titre gratuit ou à titre onéreux. Donc ça c'est assez transparent et on n'a pas forcément besoin d'aller plus dans le détail, hein. Comme je l'ai dit, on va rester en hauteur. Attention cependant, puisque ce qu'on entend aussi par pension, ça peut être une pension alimentaire, hein, puisque les pensions alimentaires qui sont perçues sont imposables. Ensuite, nous avons une autre catégorie de revenus imposables, ce que nous appelons les bénéfices industriels et commerciaux. Ça se complique là. Voilà. Ça commence à devenir un peu plus complexe. Jusque-là, c'était un petit peu, tout le monde comprend. Voilà. Alors, après, les personnes qui sont concernées par les bénéfices industriels et commerciaux qu'on appelle, on va dire, un petit peu couramment les BIC, ça va comprendre tout ce qui va être vente de marchandises, les ventes à consommer sur place, par exemple. Et ça ne concerne qu'une partie de travailleurs, tout comme les bénéfices non commerciaux, qui là sont issus d'activités libérales ou intellectuelles, donc les avocats, les notaires, les médecins, les architectes, etc., donc les professions libérales. Donc eux, ils ne touchent pas de salaire puisqu'ils ne sont pas employés, ils sont à leur compte. Mais évidemment, les revenus qu'ils perçoivent doivent être déclarés. Après, donc, ils sont en général aidés de comptables, hein, pour leur déclaration. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail des abattements, etc. Mais ça reste évidemment des revenus qui sont imposables. D'accord, donc on a les bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, qui sont plutôt pour des catégories professionnelles de type artisan, propriétaires d'entreprise, entrepreneurs, voilà. Oui. Et puis les BNC, non commerciaux, c'est plutôt pour des professions réglementées, disons, type avocat et médecin. Voilà, les professions libérales, hein, de manière générale. Donc une fois qu'on a fait cette première, qu'on a noté cette première ligne, on a une autre catégorie de revenus qui sont imposables, c'est les revenus de patrimoine financier. Donc pour rester assez simple, on a ce qu'on appelle les revenus mobiliers, qui concernent plutôt donc tout ce qui va être dividendes, donc des actions et des parts sociales, des placements à revenus fixes. Donc en fait, ça va être des placements financiers qui engendrent une fiscalité. On a aussi les plus-values de cession mobilière, donc qui entraînent une fiscalité. Donc
pour rassurer les gens par rapport à ça, de manière générale, les banques envoient directement aux impôts les sommes qui sont à reporter sur leur déclaration. Il convient néanmoins de toujours contrôler que les sommes qui sont reportées correspondent effectivement à ce que vous devez déclarer, parce qu'il peut y avoir parfois des loupés. Donc les banques et les organismes financiers envoient généralement, donc soit en fin d'année ou soit avant les déclarations, un document qui récapitule toutes les sommes qui devraient se trouver sur l'avis d'impôt. Alors, si je comprends bien, là, on est dans une catégorie plutôt de revenus issus du capital. C'est-à-dire que, autant la première partie, c'était des revenus issus de l'activité du travail. Voilà. Et là, on est sur des revenus issus du capital, donc des placements, qui vont générer des intérêts. Et si ce n'est pas du livret A, par exemple, en fait, il faut les déclarer et ils vont être soumis à l'impôt. Exactement. C'est dans la Mathieu, c'est magique, je comprends tout avec toi. Ah, c'est parfait, c'est déjà une très bonne chose. On arrive maintenant à la dernière catégorie de revenus imposables, qui sont les revenus fonciers. Donc les revenus fonciers, qu'est-ce que c'est ? Ça va être tous les revenus issus de l'immobilier, donc que ce soit des locations nues ou des locations de type SCPI, mais aussi les revenus de part de SCI. D'accord. Tu nous expliques en 2 mots, tu nous rappelles SCPI pour ceux qui sont pas aware de ce langage de notaire. Alors les SCPI, ce sont les sociétés civiles de placement immobilier. En fait, ce sont des parcs immobiliers pour lesquels les particuliers peuvent acheter des parts, et en fonction du nombre de parts qu'ils vont acheter, ça générera un loyer qui sera proportionnel. Et vu qu'on est sur des parcs immobiliers, ils sont considérés comme des revenus fonciers. Juste pour le détail par rapport aux revenus fonciers, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2 types d'imposition. C'est un petit peu comme tout à l'heure. On va avoir les 2 types d'abattement plutôt, avec l'option du micro-foncier. Si les revenus fonciers sont inférieurs à 15 000 € et qu'on opte pour le micro-foncier, on aura un abattement de 30% sur les revenus perçus. C'est-à-dire que si on a 10 000 € de revenus fonciers, on sera imposé que sur 7 000. Et si on le souhaite, on peut aussi faire une déclaration au réel, donc qui sera un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir remplir un formulaire annexe, où là, on va détailler chacune des charges qui sont liées à la gestion des biens immobiliers qu'on possède, donc les frais de gestion, les assurances, les taxes foncières. Alors merci Mathieu pour ce petit panorama de démarrage sur la déclaration de revenus. Pour continuer, il y a une partie qui est super intéressante, c'est la partie charges déductibles. Tout à fait. Donc tout ce qu'on peut déduire et qui va finalement venir réduire le montant de notre impôt. Donc il ne faut pas la louper celle-là. Tout à fait. Surtout que on va le voir dans quelques instants, qu'on peut ici bénéficier d'un des leviers les plus accessibles quand on veut diminuer sa charge fiscale. Les charges déductibles, elles vont comprendre par exemple les pensions alimentaires versées. Autant les pensions alimentaires que l'on reçoit sont imposables, autant les pensions alimentaires que l'on verse sont déductibles. Idem pour les prestations compensatoires. Et nous arrivons donc au fameux versement sur les contrats retraite, donc anciennement PERP et aujourd'hui PER, plan d'épargne retraite, sur lequel, comme je le disais, nous allons avoir un premier levier qui peut être intéressant. Donc on va cette fois-ci entrer un petit peu dans le détail pour expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne. Grosso modo, les cotisations qui sont versées sur un plan d'épargne retraite sont déductibles à hauteur de la plus élevée de ces 2 limites, qui sont soit 10% des revenus après le fameux abattement de 10% que nous avons vu en début de podcast, sur les revenus de l'année précédente.
soit 10% du PAS de l'année précédente. Donc le PAS, qu'est-ce que c'est? C'est le plafond annuel de la sécurité sociale qui est donné généralement en début d'année. Donc on ne va peut-être pas donner de chiffres, puisque si quelqu'un nous écoute dans 3 ans, le chiffre que nous allons donner ne sera plus le même. Mais il suffit de taper PAS sur votre moteur de recherche préféré et vous l'aurez, donc PA2S. Ça vous donnera le montant de ce plafond. Alors, est-ce que déjà sur ce premier point, Olivier, tu me suis toujours? Je te suis, je suis complètement pendu à tes lèvres et donc j'ai totalement compris le principe du pass et comment aller le retrouver. Voilà, tout à fait. Et de toute façon, si vous avez un doute, ce qui est bien, c'est que le fisc nous aide puisqu'il nous indique les les plafonds qui sont disponibles chaque année. Et pour cela, il vous suffit de vous reporter sur votre dernier avis d'impôt et d'aller sur la dernière page et vous verrez que vous allez avoir les plafonds qui sont disponibles. Donc là, c'est un point qui est intéressant puisque vous allez voir normalement 3 lignes. Donc le plafond qui vous est accordé sur l'année en cours et les plafonds qui sont sur les 3 années précédentes, si vous ne les avez pas utilisés. Et de ce fait, vous allez avoir une addition qui sera faite avec le total du plafond disponible que vous pouvez utiliser si vous souhaitez défiscaliser un maximum. Donc dans le cadre du PER, Oui. pour préparer sa retraite, on peut cumuler les plafonds et les utiliser sur une année donnée, par exemple. Tout à fait. Si on ne les a pas utilisés les années précédentes. Tout à fait. Et si vous voulez utiliser un plafond d'une année antérieure, sachant que ce sera toujours l'année la plus ancienne, il faut avant utiliser l'intégralité du plafond de l'année en cours. Oui. Parce que, comme je le dis souvent, l'État est généreux, mais il y a toujours des conditions particulières. Il est généreux, mais pas tant que ça. Exactement. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser le plafond de votre conjoint si jamais vous avez un contrat d'épargne retraite et que votre conjoint n'en a pas. Vous pouvez très bien aussi utiliser ces plafonds, ce qui augmente du coup vos capacités de versement si vous le souhaitez. Alors quand on dit conjoint, ça veut dire qu'il faut être soit marié, soit pacsé. Exactement, ouais, il faut partager la même feuille d'impôt. Le même foyer fiscal. C'est tout à fait ça. Donc voilà, si vous avez envie de bénéficier de ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous n'êtes pas encore marié ou pacsé, la bijouterie au coin de la rue et l'affaire sera réglée. Et je précise aussi, parce que là c'est une nouveauté de celle qui vient d'être publiée, donc là nous sommes en 2024, il est aujourd'hui plus possible d'ouvrir des contrats d'épargne retraite pour les enfants mineurs, ce qui était possible avant pour les... je ne voudrais pas être insultant, mais les petits malins qui voulaient défiscaliser un petit peu plus, ils ouvraient des contrats retraite pour leurs enfants mineurs et du coup, ils pouvaient utiliser leur plafond s'ils en avaient. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc c'est pour monsieur et madame uniquement. Ou ça peut être aussi les enfants, mais il faut qu'ils soient majeurs, puisqu'on peut être majeur et rattaché au foyer fiscal des parents, mais pour les mineurs, ça n'est plus possible. D'accord. Et du coup, dans la liste que je souhaitais aborder de charges déductibles, la dernière partie va être consacrée aux investissements dans les monuments historiques. Donc en fait, une fois encore, pour dépeindre de manière assez synthétique, quand vous faites un investissement sur un bien immobilier qui est classé monument historique, vous avez la possibilité de déduire le montant des travaux réalisés sur ce bien en fonction de votre tranche marginale d'imposition que nous verrons juste après. Oui, il va falloir en parler de ça. Voilà, on va en parler, mais c'est la rubrique juste après. Donc, des gros mots comme ça. Gardez la tranche marginale d'imposition en tête, on va l'aborder juste après. La TMI, dans ce petit nom. Exactement, tu connais les termes. Oh, non. Quand on fait un investissement sur un monument historique, le montant des travaux sera déductible. Et même s'il s'agit
d'un placement immobilier, le montant déductible sera déductible de l'impôt global, c'est-à-dire que ce soit des revenus provenant de salaires ou autres, ça ne sera pas spécifique aux revenus fonciers. Et donc ça, c'est un levier qui est effectivement assez intéressant. D'accord, donc ça, c'est le but de favoriser les rénovations de notre patrimoine historique, patrimoine immobilier historique. Et alors, sans vouloir me faire de pub, j'avais d'ailleurs fait un article sur Scrooge concernant ces investissements, si vous voulez aller y jeter un œil. Mais sans vouloir te faire de pub. Bien sûr. En tout bien, tout honneur. Exactement. Voilà, donc ça va conclure cette partie sur les charges déductibles. Et donc, si vous suivez un petit peu la logique, on va prendre les différents revenus imposables et on va venir déduire les charges dites déductibles. Et ça va nous donner ce qu'on appelle le revenu net imposable. Et c'est donc à partir de ce revenu net imposable que va se calculer l'impôt, qui nous amène à notre troisième partie. Comment est calculé l'impôt, Mathieu? Exactement, voilà. Alors, une fois encore, alors, assez simple, c'est oui et non. Ça m'a pas l'air simple déjà, voilà. Quand on comprend comment ça marche, c'est toujours simple. Donc je vais essayer, d'être assez clair. Et si jamais il faut que je revienne sur certains points, n'hésite pas à me le dire, mon cher Olivier. Donc en fait, on va prendre ce fameux revenu net imposable qu'on vient de calculer, et on va y appliquer le quotient familial. Ne t'inquiète pas, je vais expliquer ce que c'est. Et après, on appliquera le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, le quotient familial, qu'est-ce que c'est déjà ? Donc en fait, c'est un mécanisme qui vise à diminuer l'effet progressif de l'imposition et qui va être qui va être composé du nombre de personnes qu'il y a dans un foyer. Les personnes qui composent un foyer fiscal. Donc, un célibataire représentera une part, un couple marié ou pacsé représentera 2 parts, 1 plus 1, jusque-là c'est assez simple. Et ensuite, on va ajouter les enfants s'il y en a. Donc, le premier et le deuxième enfant représenteront une demi-part, et à partir du troisième enfant, on aura une part complète pour chaque enfant. Ce qui fait que si nous avons un couple avec 2 enfants, si tu as bien suivi ce que j'ai expliqué, combien aurons-nous de parts, Olivier ? Je dirais 3, monsieur. Bravo. Et donc, si jamais on a un couple avec 3 enfants, nous aurons 4 parts. D'accord. Alors, je te tends un petit piège. Un parent isolé avec 2 enfants. Oui. Alors, quand il y a des parents isolés, alors c'est pas du tout un piège, mais en fait, alors là, ça peut se complexifier un petit peu puisque les parts sont divisées par 2, mais tout dépend aussi du régime qui a été choisi pour la garde des enfants. Est-ce qu'on est sur une garde alternée ou pas ? Mais si on va rester sur le principe, si on est sur une garde alternée, au lieu d'avoir une demi-part, on aura 0,25. D'accord. Donc là, on est sur des cas un petit peu plus spécifiques. Après, lorsque vous faites votre déclaration, on va dire que les premières étapes consistent justement à expliquer la situation familiale. Donc si vous faites bien les choses, vous n'aurez pas de calcul à faire, ça se fera automatiquement. Oui. Il faut juste comprendre un petit peu ce que signifie parent isolé, si on est dans cette situation ou pas. Et effectivement, après, c'est calculé automatiquement. Et donc, alors, une fois qu'on a déterminé le nombre de parts, on va obtenir notre quotient familial. Alors, je précise néanmoins que, une fois encore, l'État a prévu cet avantage, mais il a des limites, notamment dans le cadre des enfants, puisque l'économie d'impôt qui va résulter de chaque demi-part est plafonnée. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Ah non. Mais voilà, il y a un plafonnement qui est effectué. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de faire une simple division. Il faut prendre en compte ce plafonnement.
Alors, une fois encore, je ne donnerai pas le chiffre parce qu'il est possible qu'il évolue dans le futur et je vous renvoie à votre moteur de recherche si vous souhaitez l'avoir. Donc, avoir des enfants, c'est un avantage fiscal, mais dans une certaine limite. Exactement. Donc, maintenant, nous avons ce quotient familial et on va avoir le fameux barème progressif que nous avons parlé, la fameuse TMI, le taux marginal d'imposition qui s'applique. Alors comment ça marche ? Pour faire une métaphore, il faut un petit peu voir ça comme une bouteille que nous allons remplir. Et en fonction de vos revenus, vous serez plus ou moins imposé. Plus vous gagnez, plus la bouteille sera remplie. Et quand vous arrivez sur le haut de la bouteille, l'imposition sera plus forte. Donc, à aujourd'hui, nous avons 5 tranches, 0, 11%, 30%, 41% et 45%. Une fois encore, on pourrait entrer dans le détail des chiffres, mais vu qu'ils sont sujets à évoluer, on va peut-être pas le faire. Oui, il faut comprendre le mécanisme. C'est ça. Après, on peut faire des fourchettes, c'est-à-dire que grosso modo, aujourd'hui, en dessous de 11 000 euros, donc les 11 000 premiers euros que vous allez toucher ne seront pas imposables. Entre 11 000 et, j'arrondis, une fois encore, 27 500, vous serez imposable à 11%. Et entre 27 501 et 78 500, vous serez imposable à 30%, et etc. etc. D'accord. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des tranches d'imposition. Tout à fait. C'est pas le taux d'imposition, enfin, c'est pas le pourcentage qui est appliqué à ces revenus pour calculer directement l'impôt. C'est comme tu l'as expliqué, dans la première tranche jusqu'à environ 11 000 euros, on ne payera rien. C'est ça. Si on gagne un peu plus, on payera donc le taux suivant 11%, mais uniquement sur cette tranche-là. Tout à fait. Si elle est remplie, on payera 11% sur toute la totalité de cette tranche. Et ainsi de suite. Exactement. Et ainsi de suite, tout à fait. Bon, je vois que tu m'as suivi, donc j'essaie. J'ai été clair. Donc si on veut savoir quel pourcentage d'impôt on paye, par exemple, on gagne 30 000 euros par an, il faut qu'on fasse ce petit calcul à la main, ou alors l'impôt.gouv le fait pour nous, peut-être quelque part, nous le donne. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est pareil, c'est une nouveauté donc, qui est apparue l'année dernière, en fait. Si vous regardez une nouvelle fois votre dernier avis d'impôt, vous allez sur la dernière page et sur les dernières lignes, et ça vous donnera votre taux marginal d'imposition. Ce qu'on appelle le taux ce que l'État va retenir comme le taux marginal d'imposition, ce sera la tranche la plus élevée. Donc si vous voyez taux marginal d'imposition 30%, ça veut dire que vos revenus vous situent dans cette tranche-là. Mais ça ne veut pas dire, comme je l'ai expliqué, que vous allez payer 30% sur l'intégralité de vos revenus. D'accord. Et est-ce qu'on a la possibilité de connaître justement ce pourcentage d'impôt sur le revenu qu'on paye par rapport à nos revenus? Est-ce que ça c'est indiqué quelque part? Vous avez une moyenne, et c'est un petit peu là-dessus que les gens font parfois la confusion. Oui. Vous avez une moyenne, et donc que vous allez trouver juste au-dessus de la ligne de la tranche marginale d'imposition, qui vous donnera un pourcentage moyen. Et donc aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, vous avez d'ailleurs la possibilité de choisir ce taux. Si vous le trouvez trop élevé ou trop bas, vous avez possibilité de l'ajuster. Donc il faut faire la demande auprès des impôts, et puis vous pouvez le choisir. C'est ce taux-là moyen qui sert de base pour le calcul des prélèvements de l'année suivante. Donc il y a des amalgames à pas faire, il y a plusieurs taux d'imposition à connaître. Il y a ce système de TMI avec des tranches. Oui. Et finalement, c'est un calcul quand même relativement complexe qui doit être fait. Voilà, en tout cas, quand on a fait ce petit calcul, on va se retrouver avec ce que nous appelons l'impôt brut. Et c'est à cet impôt brut que nous allons pouvoir aborder, c'est à partir de cet impôt brut que nous allons pouvoir aborder la dernière partie qui concerne les réductions et les crédits d'impôt. D'accord, on a encore une chance d'en payer un petit peu moins. Exactement. Nous sommes tout oui.
Voilà, parce que donc c'est la partie peut-être que je vais développer un petit peu plus en profondeur. Et une fois encore, je ne donnerai pas une liste exhaustive, hein. Je vais donner les réductions, enfin les leviers, que ce soit réduction ou crédit d'impôt, les plus courants. connus et les plus courants, exactement. Donc déjà, j'ai dit réduction et crédit d'impôt. C'est pas pareil. Alors, exactement. Donc, tu vas peut-être me demander quelle est la différence. Non, si, bien sûr. Donc, la réduction d'impôt, en fait, va venir réduire le montant de l'impôt qu'on a calculé précédemment. Et dans le cas où le montant de la réduction d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, donc si on a par exemple une réduction de 6 000 € alors qu'on a un impôt de 5 000, il n'y aura pas de remboursement. Donc l'impôt sera ramené à zéro. Voilà. Si en revanche, on parle d'un crédit d'impôt, dans ce cas-là, il peut y avoir des remboursements par la direction des finances publiques. Direction générale, pardon, des finances publiques. Donc, si je comprends bien, avec le crédit d'impôt, on peut se retrouver dans une situation où l'État nous serait débiteur, c'est-à-dire nous donnerait de l'argent au lieu qu'on lui en donne. Je force le trait exprès, hein. Alors que dans une situation où on a des réductions d'impôts, au mieux, on peut arriver à une imposition nulle en utilisant des mécanismes. C'est ça. Et notez aussi, pour conclure là-dessus, c'est que les réductions d'impôts seront imputées avant les crédits d'impôt. D'accord. Dans leur prise en compte. C'est une logique, parce que sinon... Évidemment. C'est une bonne chose, c'est bien fait. Voilà, tout à fait. Bon, donc du coup, ces réductions, quelles sont-elles ? On a dans un premier temps les dons qui vont pouvoir être faits auprès d'œuvres, d'organismes d'intérêt général, de partis politiques par exemple, les dons au profit d'organismes pour les aides aux personnes en difficulté. Hein. Nous allons avoir aussi quelque chose qui est souvent oublié, c'est les frais de scolarisation pour les enfants qui sont donc au collège ou au lycée ou dans les études supérieures. Hein. Donc ça, ne l'oubliez pas, même si c'est pas une somme qui est énorme, c'est toujours ça. Ça va payer leur abonnement mobile. Oui, alors en fonction du montant de l'abonnement, ça peut le payer en plus sur plusieurs mois, donc c'est ça qui est bien. Vous aurez ensuite les dépenses qui sont liées à l'accueil des personnes dépendantes. Hein, donc si jamais vous êtes dans ce cadre-là, toutes les dépenses en fait qui sont liées à l'accueil de ces personnes pourront venir réduire votre impôt. Malheureusement, ça, tu t'en doutes, hein, c'est que il y a des plafonds qui sont appliqués sur ces abattements. Oui, parce que l'État est généreux, mais pas trop. Par contre, même s'il y a des plafonnements, ces réductions ne sont pas soumises ce qu'on appelle le plafonnement global des niches fiscales. Ah, donc il y a deux types de plafonnement, si je comprends bien ce que tu es en train de dire. Il y a des plafonnements spécifiques liés à le thème, par exemple l'accueil de personnes âgées, et il y a aussi un plafonnement global pour tout ce qui est l'ensemble des réductions d'impôts. Donc là, on va entrer dans la catégorie des avantages qui entrent justement donc dans ces plafonds, dans le plafond des niches fiscales, tout en restant par contre sur les réductions. Donc le premier, il est assez connu de tous, va concerner les investissements immobiliers en loi Pinel. Donc en fonction de l'année de l'acquisition, vous avez un pourcentage de réduction donc, qui est lié. Donc, bon, là, on va peut-être pas faire tous les pourcentages parce que ça pourrait être assez long. Ce que je peux juste indiquer, c'est que donc aujourd'hui, nous sommes en 2024 et que la loi Pinel prendra fin à la fin de cette année. Donc, si vous souhaitez encore en profiter, c'est le moment.
D'autant que même si les avantages ne sont pas aussi élevés qu'ils ne l'étaient, vous pouvez malgré tout trouver certains programmes qui proposent des réductions un petit peu plus importantes, ce qu'on appelle les Pinel Plus, hein, donc qui conservent les anciens taux de réduction donc d'avant 2022. Oui, alors pour mémoire, donc le Pinel, c'est acheter un logement dans le neuf, mais encadré par des loyers qui seront Tout à fait. voilà, destinés à des personnes qui sont dans une certaine gamme de revenus. Hein, Voilà, c'est ça. C'est donc en fait, on va dire le principe général de la loi, c'est de pouvoir proposer à des personnes avec des revenus modestes de pouvoir se loger donc dans des logements décents et donc neufs, et de permettre aux acquéreurs, en contrepartie de ces loyers plafonnés, d'avoir un avantage qui fiscal. compense le loyer un petit peu plus faible que le marché. On a notre première réduction donc soumise aux niches fiscales, et ensuite les suivantes concerneront les souscriptions de parts de FCPI, FIP. Donc les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation, ou les FIP, les fonds d'investissement de proximité. Nous allons aussi avoir les investissements dans les groupements forestiers, les groupements viticoles. Le bois et le vin. Le bois et les vignes, tout à fait. Et donc, alors, juste pour expliquer ces deux derniers placements, les groupements forestiers et viticoles, d'ailleurs, fonctionnent un petit peu comme les SCPI, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui gèrent des hectares de forêt qui peuvent être soit en France, soit en Europe, et vous achetez des parts dans ce parc forestier ou viticole, et en fonction du nombre de parts que vous achetez, vous aurez une réduction d'impôt qui sera calculée. Alors là-dessus, j'attire l'attention de nos auditeurs, c'est qu'en fonction des dates d'acquisition, il peut y avoir des écarts dans les avantages fiscaux. Alors, par contre, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais si vous les achetez en général assez tôt dans l'année, les taux de réduction seront inférieurs à si vous les achetez un petit peu plus tard. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. Hein, si vous achetiez donc des parts de FCPI ou de groupements forestiers qui rentrent dans cette catégorie, avant je crois que c'était le 11 mars de mémoire, vous n'aviez que 18% de réduction d'impôt, et si vous les achetiez après, c'était 25%. Donc ça fait quand même un écart non négligeable. Donc là-dessus, ce que je peux vous inviter à faire, c'est soit de vous renseigner par vous-même, soit de demander à un professionnel. Très bien, merci pour ces précisions. Tu as évoqué un acronyme, le FIP. Oui. Alors, fonds d'investissement de proximité et les fonds communs de placement dans l'innovation. Voilà, est-ce que tu peux juste nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce sont des placements assez spécifiques qui sont, alors par exemple, les FCPI, donc dans l'innovation, ça va être de financer des entreprises qui sont spécialisées sur tout ce qui va être donc lié à l'innovation, hein, comme son nom l'indique. Donc ça peut être l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Et les fonds d'investissement de proximité, c'est un petit peu c'est un autre domaine, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que vous allez soutenir certaines entreprises qui entrent dans ces cadres-là. D'accord, donc c'est placements plutôt à risque, du coup, qui bénéficient d'une aide de l'État fiscale. Exactement. Placement à risque, donc votre capital n'est pas garanti, et généralement, c'est vrai que quand on fait ces investissements, en tout cas moi c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est que vous ne le faites pas pour espérer gagner de l'argent, hein, vous le faites avant tout pour défiscaliser, et puis à l'échéance de ces placements, on voit un petit peu comment ça a évolué. Donc je ne dis pas que c'est impossible de gagner de l'argent, mais ça n'est pas le but premier en tout cas.
Est-ce que les investissements dans le cadre de la loi Girardin rentrent dans ces catégories-là? Alors j'allais y venir juste après, Ah, mais effectivement, ça fait partie des différents leviers fiscaux. Et d'accord. je vais Je y te laisse venir, continuer alors. voilà, je vais y venir juste après pour une raison bien spécifique. En tout cas, ce qu'il faut aussi avoir en tête, ça c'est un élément qui est important que je n'ai pas encore mentionné, c'est que quand on parle de réduction, de réduction d'impôts, on a toujours une condition de blocage. C'est-à-dire que les capitaux qui sont investis dans ce genre d'investissement seront toujours bloqués un certain nombre d'années. En général, c'est 5 ans minimum. Ça peut aller jusqu'à 7-8 ans, voire même plus si on a des liquidations qui sont longues. Donc, avant de vous lancer, ayez bien en tête que le capital que vous allez investir sera bloqué et ne sera pas débloquable sans pénalité de l'État. À manier avec précaution. Il faut avoir un projet de vie associé bien clair. C'est ça. Il faut pouvoir dégager ces liquidités et être sûr de ne pas en avoir besoin sur un horizon court terme, quoi. Hmm. Et donc on est toujours dans le cadre de la réduction d'impôts, donc aussi faut payer des impôts suffisamment pour que ça fasse l'objet d'un intérêt. Évidemment, évidemment. Et donc, alors, nous allons aborder maintenant les deux derniers placements les plus connus donc concernant les réductions d'impôts, qui sont les SOFICA et la fameuse loi Girardin que tu abordais. Alors pourquoi je les aborde à la fin? C'est parce que dans le cadre de ces deux placements, on est toujours dans le plafonnement global des niches fiscales dont je parlais tout à l'heure, sauf que pour ces deux placements, on a un plafond spécifique qui est supérieur. Au lieu qu'il soit à 10 000 euros, il est à 18 000 euros. On va dire un levier de plus qu'on peut utiliser. Mmh. Alors, les SOFICA, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des sociétés qui participent au financement de films, donc destinés au cinéma ou à la télévision française. Et donc, on finance ces œuvres, et en contrepartie, on a le droit à une réduction d'impôt qui va de 30 à 48%. Donc, c'est des montants qui sont quand même relativement importants. Ouais, tout à fait. Donc, 48%, ça veut dire que si vous investissez 10 000 euros, vous avez tout de suite, l'année suivante, 4 800 euros de réduction d'impôt. D'accord. J'imagine que le risque associé, il est conséquent par rapport à ça. Tout à fait. Alors, de manière générale et en toute transparence, quand on fait un investissement en SOFICA, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas si ça a déjà arrivé, mais on ne récupère jamais la somme qu'on a versée. Ah d'accord. Donc, le capital versé est perdu. Alors, il n'est pas perdu, mais il n'est pas aussi important à l'échéance que quand on fait le placement. C'est que, alors, en moyenne, on est entre 65 et 75% du capital versé qui est récupéré donc à l'échéance. Mais si on a eu un avantage fiscal de 48%, on reste malgré tout sur un placement qui reste bénéficiaire. D'accord. Mais effectivement, si vous versez 10 000 euros, il est assez peu probable, j'ai pas dit impossible, mais assez peu probable de par le fonctionnement de ces placements que vous récupériez vos 10 000 euros à l'échéance. Mais c'est pas grave, puisque avec la réduction d'impôt, finalement, ça peut faire du 110, 120, voire 130% par rapport au placement. Alors non, on ne sera pas sur des pourcentages qui seront aussi importants, puisque voilà, on a 48%. Alors si on a 48% de réduction d'impôt et qu'on récupère, on va dire 75% de sa mise, on n'est pas sur du 110%. Donc concernant les SOFICA, voilà, j'ai expliqué dans l'ensemble. Et donc le dernier concerne la loi Girardin. Donc là, c'est un fonctionnement qui est un petit peu différent. Et le but de la loi Girardin, en fait, c'est de permettre aux contribuables de soutenir l'activité agricole ou industrielle des DOM-TOM. Les ultramarins. Exactement.
les ultramarins, et donc en contrepartie, ils bénéficieront d'une réduction d'impôt. Donc ce qu'il faut savoir sur ces investissements-là, c'est qu'ils sont à fond perdus. C'est-à-dire que si vous investissez en année N, alors on va rester sur 10 000 euros, vous les revendrez à l'échéance pour un euro symbolique. D'accord, c'est prévu de base comme ça. C'est prévu de base comme ça, en tout cas aujourd'hui. Par contre, en contrepartie, vous avez une réduction d'impôt qui sera majorée donc, en fonction de l'investissement de 8 à 20% donc de votre investissement. Donc si vous investissez 10 000 euros, vous pouvez espérer avoir, alors il faut encore en fonction de l'investissement, peut-être 12 000 euros de réduction d'impôt. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment l'État qui paye cet investissement, quoi. C'est ça. Alors, en parlant d'État, attention, surtout concernant la loi Girardin, l'administration veille à ce que les projets d'investissement soient réels et que les conditions d'exploitation soient bien définies et appliquées. Parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'abus concernant ces placements. Et donc l'État a décidé de vraiment faire attention et de s'assurer que tout soit respecté pour que il n'y ait pas des gens qui s'en mettent plein les poches et qu'après les contribuables se retrouvent un petit peu lésés. Ça me paraît logique. Tout à fait. Mais donc voilà, sur celui-ci par contre, on est vraiment là sur un objectif de réduction pure puisqu'il n'y a aucune récupération de capital à l'échéance. Donc là, si je comprends bien, on a fait le tour de toutes les réductions d'impôts possibles. Voilà. Reste à voir les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, donc là c'est entre guillemets un petit peu plus simple. Les crédits d'impôt les plus courants vont concerner ce qu'on appelle le service à la personne. Si vous faites intervenir des gens pour le jardin, pour le ménage, etc., ou dans le cadre de certains travaux, vous pouvez bénéficier de ces avantages fiscaux. Attention parce qu'il y a aussi des plafonds. Ça entre dans les niches fiscales, mais vous avez aussi des plafonds qui sont imposés par l'État. Et du coup, le deuxième crédit va concerner les frais de garde des enfants de moins de 6 ans. Donc, pour parler un petit peu grossièrement, les frais de nounou, comme on les appelle de manière générale. Et du coup, on est sur 50% des sommes versées qui peuvent après intervenir au titre de crédit d'impôt. D'accord, on va récupérer un crédit d'impôt, la moitié du salaire qu'on donne à un employé pour la maison. Voilà. Ou alors pour des frais de garde. D'accord. Donc ça conclut notre passage, on va dire, en revue des différents leviers fiscaux. Alors une fois encore, je vous ai cité les plus connus entre guillemets et les plus utilisés, mais il en existe évidemment d'autres. Si jamais vous avez des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter, une fois encore, à faire appel à un professionnel. Mathieu de Saint-Fucien, merci pour ce panorama du fonctionnement fiscal français et puis de tous les avantages possibles qu'on peut en tirer, en le comprenant mieux d'ailleurs, c'est la base. Oui, avec effectivement, pour la moindre difficulté, je pense qu'il est bon de se tourner vers un professionnel, un conseiller en gestion de patrimoine, un conseiller financier qui pourra vous aider pour mieux comprendre tout ça. Si on souhaite te poser des questions, Mathieu, t'envoyer des mots doux, comment peut-on faire ? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur la plateforme Scrooge et vous devriez trouver mon profil assez facilement. Sinon, vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez mon nom. Il devrait y avoir mon profil LinkedIn donc, qui ressort. Ou sinon, j'ai ma fiche donc, sur le Google, sur Google. Et donc, si vous êtes en région parisienne, notamment dans le Val d'Oise, vous devriez la trouver assez rapidement. Donc, Mathieu de Saint-Fucien. Très bien, mais merci beaucoup, Mathieu. Et puis, avec grand plaisir, mon cher Olivier. Et merci à toi pour ce temps passé avec toi. Avec plaisir. Au revoir à tous, à bientôt. À bientôt, au revoir.
Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.